Bonjour, alors je vais continuer donc Michel Tremblay, un poulet pour Noël. C'est une toute petite histoire, donc ça c'est une de ses rencontres avec la lecture, donc de Joe Hatcher. Alors, toujours la même bibliothécaire. Je viens de recevoir quelque chose qui va peut-être t'intéresser. Elle disparaît derrière le mur du fond de l'immense salle, là où sont reçus, inventoriés, étiquetés les nouveaux livres. Le Saint des Saints, où je n'ai jamais été admis malgré ma grande curiosité. Mon cœur bat plus fort. Le Captain Jones a-t-il publié une nouvelle aventure de Worrells ou de Beagles? La collection Jean-François a-t-elle enfin sorti La Tortue d'Ébène, la suite tant annoncée du Lac sans fond, que je réclame depuis des mois? À moins qu'on ait fini par relier à neuf le dernier volume du Mouron Rouge, que je n'ai pas encore lu parce qu'il était trop détérioré. Elle revient avec une plaquette, pas encore reliée, en brun chocolat, passé date ou en verre malade, qu'elle me tend avec un air complice. Je vais te le prêter, même s'il n'est pas encore répertorié. Mais je peux pas te laisser sortir, faudrait que tu le lises ici. De toute façon, c'est pas long à lire. J'ai tout de suite pensé à toi quand je l'ai vu. Je te dis pas pourquoi, je veux que tu t'en rendes compte par toi-même. Bon, un mystère. Ma déception est grande. Une couverture rose, un livre de filles. Un titre d'une confondante banalité, un poulet pour Noël. Un auteur, une auteure, en fait, que je ne connais pas. Une illustration qui décourage la lecture, une famille attablée autour de ce qui semble être un repas des fêtes aussi ennuyant que les nôtres. On est bien loin des palpitants combats aériens de Beagles ou des houleuses traversées de la Manche du Mouron Rouge, l'ennemi de la Révolution française, qui m'intéresse tant à cette époque-là. Je lève un visage déçu vers la bibliothécaire. Elle sourit. C'est pas tellement le livre lui-même. Écoute, si t'as une petite demi-heure, installe-toi à une des tables et consulte-le bien attentivement. Le dernier Mouron Rouge a toujours pas été relié. Non, laisse faire le Mouron Rouge et lis ça. Tu m'en donneras des nouvelles. C'est bien pour lui faire plaisir, ce livre-là ne me dit rien du tout. Plus piteux que je ne voudrais le laisser paraître, on n'est quand même pas à l'école pour se faire imposer des lectures plates par-dessus le marché. Je me dirige vers l'une des 3 immenses tables de bois verni. Quelques enfants lisent Tintin. Je m'assois avec eux, chose que je ne fais jamais parce que la lecture, pour moi, est un plaisir solitaire. J'ouvre le livre. Dès les premières pages, je me rends compte que c'est un des livres les plus niaiseux que j'ai jamais lus. L'histoire est sans intérêt, les personnages sans surprise. On ne peut pas parler du style parce que c'est traduit sans imagination de l'anglais. C'est enfantin, c'est bébé jaillissant. Seule qualité, c'est court, et comme j'ai le dos tourné au comptoir où trône la bibliothécaire, j'en profite pour en passer des bouts. Je ne lis pas les descriptions, j'en parcours juste assez pour pouvoir répondre à ses questions, parce qu'elle va sûrement m'en poser. Elle ne m'a pas prêté ce livre-là pour rien. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui répondre quand elle va me demander si j'ai aimé ça? Lui mentir pour ne pas lui faire de peine? Et pourquoi a-t-elle tant insisté? Elle connaît pourtant mes goûts depuis le temps qu'elle étampe les livres que je sors d'ici. Aucun des livres que j'ai choisis depuis que je ne suis abonnée à la bibliothèque municipale 5 ou 6 ans plus tôt n'a jamais ressemblé à ça. Aucun. J'ai quand même plus de goût que ça. Je termine ma lecture à toute vitesse, je referme la plaquette. Je n'ose pas encore me retourner. Si seulement elle pouvait tomber malade, si l'ambulance venait la chercher, si elle était opérée d'urgence, je n'aurais pas à l'affronter. Je suis en train de rassembler mon courage pour lui faire face lorsque le texte de 4e de couverture attire mon attention. Un chiffre, surtout, me fait pencher le nez sur le livre. 13. 13 ans. Le choc est tellement grand que je sursaute sur ma chaise. Ce livre, aussi ennuyant soit-il, a été écrit par une petite fille de 13 ans. Une petite fille de mon âge. Une petite fille de mon âge a réussi à faire publier un livre. Même mauvais. Je finis le court texte. Londres, Angleterre, à Londres, en Angleterre, les enfants de 13 ans peuvent publier des livres. Je reprends la plaquette dans mes mains, la feuillette y fourre le nez. Un beau livre tout neuf qui sent encore bon l'encre d'imprimerie. Tout ça a été fait par une petite fille. Et son livre s'est rendu jusqu'à moi, à l'autre bout du monde, dans le fin fond du Canada français, là où même les grands écrivains, selon mon frère Jacques, qui a fait son cours classique et qui connaît tout, ont de la difficulté à se faire publier parce que ça coûte trop cher. On nous apprend à l'école que nous vivons dans le pays du papier et que les Européens, qui n'en ont presque pas, sont obligés de nous en acheter, mais on n'arrive pas à publier nos propres écrivains. Et les Anglais nous ont acheté du papier pour publier une enfant de 13 ans. Ça se peut pas.
Ma douleur est tellement grande, ma jalousie surtout si cuisante, que je me mets à brailler comme un veau. Je viens à peine de commencer à écrire, juste pour moi, de toutes petites choses bien timides que je cache dans le gros atlas de mon frère pour que personne ne les trouve. Je n'ai même pas encore osé rêver d'être publiée un jour, parce que je croyais la chose impensable. Et voilà qu'une petite Anglaise sans talent vient me donner des complexes. C'est une vraie frustration d'écrivain en herbe qui me fait réagir ainsi. L'injustice que tout ça représente, qui me renverse. Si j'écrivais un aussi mauvais livre, moi, à mon âge, est-ce qu'un éditeur montréalais se donnerait la peine de me publier? Même en plein pays du papier? Sûrement pas. Je viens d'un petit coin français perdu, submergé dans une mer anglophone, et les chances que mon nom soit un jour, non pas connu, mais juste prononcé en Angleterre sont nulles, absolument nulles. Non pas que je veuille être connue en Angleterre, l'idée ne m'est évidemment jamais venue à l'esprit, mais pour la première fois de ma vie, je voudrais avoir la liberté de pouvoir en rêver. Je voudrais que ce rêve, si jamais je l'avais, ne soit pas irrémédiablement bloqué juste parce que je suis un Canadien français. Si cette insignifiante-là a pu se rendre jusqu'à moi, pourquoi est-ce que je n'ai aucune chance, moi, aucun droit même, de parvenir jusqu'à elle? Je pleure de plus en plus fort. Mes épaules sont secouées par mes sanglots. La morve me coule du nez. Je n'ai rien pour me moucher parce que c'est l'été et que l'été, on n'a jamais de rhume. L'humiliation pour un adolescent de 13 ans, de se voir obligé de se moucher sur sa manche de chemise de coton fleuri, devant tout le monde, est indescriptible. On veut mourir. Non, pire, on est déjà mort. Les autres enfants me regardent en fronçant les sourcils. Qui c'est ça, cette moumoune-là, qui pleure en lisant un livre de filles? Soudain, elle est là, à côté de moi, accroupie, affolée. Elle me prend par les épaules, puis par la tête. Elle me serre contre elle. Elles sont sûrement bonnes, propres et de savon. Mais je ne peux rien sentir, mon nez est bloqué à tout jamais. Je vais sûrement mourir étouffée dans ma morve et ce sera de sa faute. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as? J'ai fait ça. J'ai fait ça parce que je pensais que peut-être tu rêvais de devenir écrivain un jour. Tu lis tellement. Pourquoi tu pleures comme ça? Je voulais juste que tu saches que c'est possible de publier, même quand on est très jeune. Je la repousse, je me défais d'elle. Je suis debout à côté de la table de chêne, furieux, le doigt pointé accusateur, la voix tremblante. En Angleterre, oui. Je jette le livre par terre et je sors avant qu'elle puisse me répondre. Je suis affalée sur un banc du parc La Fontaine. Je regarde la bibliothèque municipale, cause de ma frustration, de ma colère, et je la hais. Je ne remettrai sûrement plus jamais les pieds là-dedans. À quoi ça sert de lire tant de livres si on ne peut même pas rêver d'en publier un jour? Puis je pense à ma grand-mère Tremblay, à Madame Allard, qui avait tant lu, à mon frère Jacques aussi, lecteur invétéré, à ma mère qui dévore une brique dans le temps de le dire, quand elle s'y met. Ont-ils jamais rêvé d'écrire? Je ne me suis jamais posé la question, concentrée que j'étais sur mon propre désir naissant. Mais est-ce que la lecture ne mène pas obligatoirement au goût de l'écriture, au besoin de l'écriture? Pour moi, la chose est évidente, depuis quelque temps. Mais eux, en parcourant une page qu'ils trouvaient particulièrement belle, que ce soit de Henri Bordeaux, de Balzac, de Pierre Benoît ou de George Sand, mon frère se pâme ces temps-ci sur La mare au diable. Ont-ils jamais rêvé, comme il m'arrive de plus en plus souvent de le faire, qu'ils étaient l'écrivain, qu'ils vivaient à l'intérieur de Balzac ou de George Sand, installés devant un grand cahier de beau papier blanc et écrivant avec une passion qui frisait la folie l'histoire qu'ils lisaient? Mes pensées sont confuses. Ma grand-mère avait-elle rêvé d'être Zola une seule fois dans sa vie? Mon frère Jacques se voyait-il parfois en George Sand? Est-ce que tout le monde rêve d'être George Sand en la lisant? Pourquoi pas? Tout le monde a une histoire à écrire, une œuvre à enfanter. Ma grand-mère, surtout, aurait eu des choses tellement belles à raconter avant de mourir. Son enfance dans Charlevoix, les 4 bateaux blancs qui partaient de la Malbaie pour remonter le Saguenay, le Tadoussac, le Québec, le Saint-Laurent et le Saguenay. Je m'en souviens encore. Et quand je récite leurs noms, je les compte sur mes doigts comme elle m'avait montré à le faire quand j'étais tout petit. Le lac Saint-Jean, tout au bout. Mer intérieure, toute noire et d'une si grande beauté qu'elle ne pouvait pas en parler sans sortir son mouchoir. La suffocation qui l'avait terrassée quand elle s'était vue obligée de déménager à Montréal. Au début du siècle, poursuivre Télésphore Tremblay, qu'elle allait épouser. La misère noire des paysans de partout au Québec, venus s'installer en ville pour devenir des ouvriers mal payés. Le cheap labor des grandes compagnies anglaises. Cheap, ça veut dire pas cher, donc enfin bon marché. Et labor, c'est le travail, le labeur, quoi. Voilà, donc le cheap labor des grandes compagnies anglaises, eux qui n'avaient jamais connu que le grand air.
Tout ce temps-là, pendant qu'elle plongeait dans la paysannerie française, anglaise ou russe du XIXe siècle, avait-elle rêvé de coucher doucement sur du papier blanc sa propre genèse du bout du monde? J'aimerais tellement qu'elle soit encore là pour le lui demander. Grand-maman, as-tu déjà écrit des livres dans ta tête? Oui, mon petit gars, puis je te dis que c'était beau, cher. Évidemment, il y a le talent. Mais qui aurait pu dire, qui aurait pu juger si elle en avait? Si moi j'en ai. Et le besoin de s'exprimer est-il plus fort que le talent pour le faire? Est-ce que seul le talent donne le droit de s'exprimer? Pendant quelques secondes, je nous vois tous les cinq installés autour de la table de la salle à manger. J'ai ressuscité ma grand-mère et Madame Allard. Je les ai un peu améliorées. Elles ne boitent plus, leurs pieds sont bien droits sous la table. Ma mère et mon frère ont le nez penché sur leur travail. Les plumes grattent le papier. De temps en temps, quelqu'un soupire ou rit d'aise parce qu'une belle phrase vient d'être achevée. La satisfaction du travail bien fait. Le bon mot, la bonne formule. Madame Allard et ma grand-mère se parlent enfin, mais à voix basse, pour ne pas déranger les autres écrivains. Ce qu'elles se disent est sûrement très beau, parce qu'elles se frottent les yeux avec des mouchoirs de dentelle. Des fois, maman chantonne Le temps des cerises, la chanson qui aura traversé toute sa vie. Je pleure pour la deuxième fois en moins d'une demi-heure, mais cette fois je suis euphorique. Ah, passer le reste de ma vie en leur compagnie, blottie entre maman et grand-maman, rendue éternelle par ma seule volonté, et écrire. Rêve insensé, maudit fou. Faudrait déménager en Angleterre. Je suis contente que tu sois revenue. J'avoue que j'étais inquiète de devoir partir comme ça. J'ai même téléphoné à ta mère. Je pourrais l'envoyer chier, je me retiens. Je suis juste venue vous dire que je me désabonne. C'est dur. Elle enlève ses lunettes qui restent pendues à son cou par une chaînette en or. C'est la première fois que je vois un truc comme celui-là et ça me déconcentre. Elle se penche vers moi. T'as pas besoin de te désabonner. T'as juste à pu venir prendre de livres. C'est tout. J'aurais voulu qu'elle essaie de me dissuader, qu'elle me supplie de rester, qu'elle m'engueule parce que je me ferais un plaisir de refuser et qu'elle me traite de tous les noms. Mais cette froideur m'étonne et me déconcerte. Ça ne lui fait donc rien de perdre l'un de ses plus fidèles abonnés, à moins qu'elle veuille que j'aille à elle de moi-même, que je me confie, que je me confesse. Elle peut bien attendre. Il ne me reste plus qu'à tourner les talons et à sortir le plus dignement possible. Mais j'en suis incapable. T'es jaloux de la petite anglaise, hein? Non, la lecture m'intéresse plus, c'est tout. Elle retient un sourire, je m'en aperçois et je voudrais lui arracher ses lunettes, les jeter par terre, les piétiner. Comme ça, la chaînette n'aurait servi à rien. Elle est trop perspicace. Je ne veux plus jamais la revoir de ma vie. En tout cas, si tu changes d'idée, je reprends ma carte d'abonné que j'avais laissée sur le comptoir plus tôt. C'est tout. C'est fini, je ne lirai plus jamais. Je jette un dernier regard circulaire sur la salle. Adieu, mes amis. Je me complais dans mon malheur. Je me vois debout au milieu de la salle, faisant des adieux déchirants à Michel Strogoff et à Worrells. Et je trouve que ça ferait une belle scène triste de film pour toute la famille. J'espère que je fais bien pitié et qu'elle va regretter son mauvais coup toute sa vie, la vieille chipie. En fait, elle est loin d'être vraiment vieille, mais c'est une chipie quand même. Je me dirige vers la porte. Si c'est des excuses que tu veux, si tu veux qu'on parle, t'as gagné. Je comprends pas ce qui s'est passé, j'aimerais ça que tu me le dises. Je suis dehors. Va-t-elle courir après moi, crier dans la rue, qu'elle a eu tort, qu'elle est vraiment désolée? Je marche plus lentement. Rien. Maudite marde. Quelques jours plus tard, n'y tenant plus, incapable d'imaginer une journée de plus sans lecture, je reviens, mine de rien, à la bibliothèque municipale et choisis 6 livres. Elle ne me dit rien. Elle se contente d'étamper les cartes avec un peu plus d'énergie que d'habitude. Et je crois bien qu'elle me regarde d'une drôle de façon. Je fais semblant que je ne m'en aperçois pas. À l'avenir, j'essaierai de ne pas trop rêver en lisant, si j'en suis capable.